Donc j'incite les propriétaires de centre-ville à gratter les crépits, à retrouver les vieux colombages, à remettre des plaquages de colombages et de briques. On l'a fait sur tous nos bâtiments publics. Bonjour et bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politicae qui donne la parole à des élus locaux heureux et épanouis dans leur engagement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir chez nous Alexandre Avril, maire de Salbris, doctorant, expert de la philosophie et maire d'une commune, d'un territoire rural. Alexandre, comment est-ce que, il y a quelques années, tu as décidé de te réinstaller à Salbris pour briguer le mandat de maire ? Bonjour Antoine. Alors déjà, je suis ravi d'être dans une émission qui s'appelle Heureux comme un maire, car quand on s'appelle Alexandre, on est forcément bien heureux, quoi que l'on fasse. Et je suis particulièrement heureux dans ces fonctions de maire que j'occupe désormais depuis bientôt 5 ans. 5 belles années au service de ma commune, parce que j'ai la chance d'être le maire de la ville dans laquelle j'ai grandi, où habitent mes parents, mes grands-parents encore. Et donc cet engagement municipal, cet engagement local, c'est aussi un engagement d'enracinement auprès des miens, de ceux que j'aime, ceux avec qui j'ai grandi. Et même si, comme tu l'as dit à l'instant, les études m'ont un peu éloigné de Salbris, puisque nous n'avons pas la chance d'avoir de grandes universités encore à Salbris. Il a fallu monter à Paris pour cela. Je revenais chaque week-end sans interruption. J'y passais toutes mes vacances parce que c'est vraiment là que je me sens bien. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et donc, à l'issue de mes études, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, allons à Salbris, essayer d'y faire des choses. Aussi parce que quand on a fait quelques grandes écoles où on apprend des savoirs très théoriques, c'est important de faire une école pratique. Et la mairie de Salbris est une école d'études pratiques où je vois à la fois ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a parfois le plus déroutant de la condition humaine, mais surtout où je peux faire avancer des projets, c'est ça qui est motivant. Tu as parlé de grandes écoles, tu es diplômé de l'ENS, tu y es toujours enseignant. Qu'est-ce qui a pu t'apporter ce bagage académique, cette connaissance accrue de la philosophie dans l'exercice de ton mandat, on l'a compris, d'un jeune maire enraciné ? Bien, je pense que la philosophie permet déjà de prendre beaucoup de recul par rapport au flot du quotidien, de ces petits sujets qui s'accumulent chaque jour dans une mairie, comme tu le sais. Ça va tôt le matin des premières récriminations quand on est en ville à prendre le café, où on apprend tout ce qui s'est passé la veille dans la ville, où on nous fait des reproches sur un trottoir mal équarri, sur un projet qui n'avance pas assez vite, sur une réponse qui n'a pas été donnée dans les temps de la mairie. Donc on reçoit tous les matins et jusqu'au soir les doléances des habitants. Donc la philosophie me permet de prendre du recul sur l'instantané, sur le moment présent. Moi, je trouve que la politique souffre beaucoup de ce présentisme où on est le nez sur les réseaux sociaux, le nez sur ce qui se passe au quotidien. Prendre du temps pour mener des projets qui ont besoin de maturer, qui ont besoin de s'enraciner dans l'histoire longue de nos communes et essayer de développer une vision pour l'avenir. Je crois que c'est à peu près le seul apport de philosophie pratique qu'on peut mettre dans une mairie, parce que il y a une grande distance, bien sûr, entre les études académiques et la vie quotidienne d'une mairie, mais cette dualité me plaît beaucoup. C'est une belle dialectique. Et à l'inverse, qu'apporte la politique aux philosophes ? Elle apporte 2 pieds sur terre. Vous connaissez cette dichotomie entre Platon et Aristote, l'un la tête dans le ciel et l'autre les 2 pieds sur terre. Je crois que un être humain bien constitué doit pouvoir penser, réfléchir, rêver aussi, développer son imaginaire, et en même temps ne jamais oublier les réalités concrètes dans lesquelles il se situe, ne jamais oublier l'endroit où il est. Moi je sais où c'est à Salbris. Donc cette dualité me permet d'être un homme sinon comblé, en tout cas heureux, profondément heureux de ce que je fais sans coupure ou sans séparation de mon être. Qu'est-ce qui te rend d'ailleurs si heureux dans ton mandat de maire ? Quelle est l'action qui te donne le plus de satisfaction dans l'exercice quotidien de ton mandat ? Eh bien, ce n'est pas démagogique, je te promets, mais c'est vraiment les gens. Ouais. C'est de parler avec les gens. C'est de les entendre, de les écouter, de causer, de discuter, de me nourrir de ce qu'ils ont à dire. L'intérêt d'être un personnage public dans une petite ville, je n'exagère pas mon rôle, d'habitants, 5000 habitants Mmh. à Salbris, c'est que tout le monde te parle. Et moi, je trouve ça très bien. Donc on me donne des nouvelles du voisin, du chien, de la vie, des vacances, des nouvelles des projets. Les gens nous confient des choses aussi, des choses qui sont parfois intimes. Donc ce rôle-là, c'est celui du prêtre, du psychanalyste, du plombier. C'est le rôle de l'écoute d'abord. Et ça me rend profondément heureux de pouvoir être au milieu des miens, de ceux que j'aime, des Salbrisiens. Qui sont plutôt bienveillants en règle générale. Tu parlais tout à l'heure oui. des petites incartades que nous pouvons connaître, mais
est-ce que globalement, parce que ça peut faire peur à ceux Ouais. qui nous regardent et qui hésitent à s'engager, pardon, Oui. parce qu'on dit souvent que le maire est à portée d'engueulade. Oui. Est-ce qu'il y a tant d'engueulades que ça dans le quotidien du maire de Salbris? Curieusement, non. J'avais assez peur de ça lorsque je me suis présenté, puisque j'étais dans un profil un peu intello, seul dans mes livres, donc c'est sûr que se confronter à une campagne municipale qui n'a pas été simple, se confronter ensuite à un mandat, c'est de se dire qu'on va forcément vivre des moments difficiles, il y en a pas tant que ça. Je trouve que si l'on observe beaucoup, trop, de malveillance parfois, entre les habitants, entre eux, le nombre de lettres anonymes qu'on reçoit dans les mairies pour Dénoncer le voisin, dénoncer le et voisin, vice-versa. et vice-versa, bon, ne s'applique pas vraiment au maire. Je trouve que le maire est encore un homme qui est respecté, hein, parce qu'il exerce un mandat qui est réel, qui est concret. Je suis frappé de voir, alors que je n'ai que 32 ans, le nombre de gens, parfois qui me connaissent depuis l'enfance, qui m'appellent Monsieur le maire et qui y tiennent beaucoup. Alors que c'est vrai que quand on est jeune, C'est d'ailleurs on s'attend pas surprenant. à ce titre. Hein, Moi, c'est un de mes premiers souvenirs de maire. Ouais. À peine porter l'écharpe, on vous appelle Monsieur le maire. Monsieur le Quel maire. poids des Quel responsabilités. poids, c'est très impressionnant. Et en même temps, les gens me connaissant, ils ont une bienveillance, le fait d'être un peu l'enfant du village, de monter à Paris, d'être au micro de Politica, et fait qu'ils se disent aussi qu'ils sont représentés par quelqu'un qui est de chez eux. Donc ça crée un climat de bienveillance. Alors bien sûr, il faut aussi dire à ceux qui nous écoutent que la politique c'est de la conflictualité. Donc il y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, qui contestent des projets, qui contestent des orientations. Le conseil municipal est un lieu de débat, parfois d'opposition, hein. Mais cette conflictualité-là, si on l'amène avec rondeur, avec adresse, sans être soi-même trop polémique, on parvient à en faire quelque chose de bien. Moi, j'ai la chance, si je puis dire, je pense qu'il ne dirait pas ça s'il m'entendait, mais d'avoir une opposition qui est très active. Et c'est très bien, parce que ça nous oblige à être vigilants à ce que nous faisons, à bien réfléchir aux projets que nous menons pour voir si nous les menons bien, et à ne pas se reposer sur nos lauriers. Donc je dis à ceux qui seraient tentés de vouloir conquérir des villes de 5, 10 000, 15 000 habitants, où il y a forcément plusieurs listes, forcément des oppositions, de ne pas avoir peur de cette conflictualité, parce qu'elle leur permettra d'être exigeants avec eux-mêmes. Et c'est tellement important, quand on a une responsabilité publique, d'être exigeant avec soi-même. Tu viens de parler de ton opposition et de son apport notamment sur la façon dont tu abordes tes projets et leur conception. Tu es un maire un peu novateur. Tu as porté la création d'une école, on en parlera, Oui. des travaux assez exceptionnels sur la restauration scolaire avec une présence du bio. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui est assez emblématique de ton mandat? Oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai mis la jeunesse au cœur de l'action municipale, non pas parce que je suis jeune comme Par toi, tropisme. mais parce que je pense que la commune s'endormirait à ne penser qu'à son électorat majoritaire, mes amis les seniors, que j'embrasse affectueusement, qui font les élections, qui sont très présents dans la vie municipale, et pourtant, ce n'est pas vraiment pour eux que nous devons travailler. Nous devons travailler pour ceux qui ne votent pas pour nous, qui ne votent pas encore pour nous, peut-être parce qu'ils ne sont pas en âge de voter ou qu'ils ne sont pas encore nés. Nous travaillons pour l'avenir. Et il est fondamental d'avoir une politique pour la jeunesse, et donc d'avoir une politique pour les familles. Je me suis dit qu'investir sur les écoles, sur la qualité de l'accueil dans les écoles, sur la qualité des activités que nous y menons. On a une grande école de musique qu'on développe beaucoup, avec des orchestres à l'école, dans les écoles où la mairie met à disposition un parc instrumental, ainsi qu'un chef d'orchestre qui vient donner des cours. Donc il y a un grand orchestre de tous les enfants de la mairie qui jouent à la fin de l'année, etc. Donc on a plein de programmes comme ça sur l'éducation artistique et musicale. Et l'un des paramètres très importants, c'est celui de la santé et de la nutrition, de la vitalité. Donc pour cela, on a investi sur un beau projet de passer nos cantines en bio et produits locaux, entièrement. Donc ce qui fait que si tu viens à Salbris, tu verras sous le panneau d'agglomération un panneau rond, territoire bio engagé, qui est une reconnaissance pour ce que nous avons mené dans les cantines, sans augmenter le tarif pour les familles. Et nous le faisons parce que nous avons la chance d'avoir sur nos différentes écoles des cantines qui sont en régie, avec des cantinières remarquables, que j'avais déjà quand j'étais petit, et qui font encore la cuisine à l'ancienne. Et on a fixé un cahier des charges, on a même fait des formations pour compléter. Donc, pas de frites surgelées, mais des pommes de terre qui viennent de Pierrefitte-sur-Saulx, la commune d'à côté, qui sont épluchées à la mano pour faire des frites maison. Et tout est fait comme ça pour que les enfants aient le midi au moins un repas de qualité et un repas qui leur apprenne à manger. Nous avons recruté une nutritionniste diététicienne à la mairie qui intervient sur la préparation des menus et qui, le midi, fait des interventions ponctuelles. Je ne veux pas
alourdir le temps de méridien, qui est un temps de détente surtout, hein. Mais j'ai des interventions de la nutritionniste pour expliquer ce qu'il y a dans l'assiette, d'où ça vient, quel goût ça a, pourquoi ça a ce goût, comment ça se prépare, pour faire de l'éducation au bien manger, parce que c'est extrêmement important de bien manger, de bouger. Et pour les enfants, c'est une éducation qui doit commencer dès l'école primaire. Donc c'est pour ça que les cantines sont pour nous une priorité. Salbris est un territoire où l'on mange bio à la cantine, mais c'est aussi un territoire de chasse, où Oui. là aussi tu as porté des initiatives assez ambitieuses en la matière. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Avec plaisir. Moi, je suis un chasseur et maire d'une ville qui est reconnue comme la capitale française de la chasse. Partant de ce constat, je me dis que nous avons une responsabilité de mener des projets qui soient utiles au monde cynégétique et utiles aux évolutions de la chasse. La chasse est une activité ancestrale que l'homme a toujours pratiquée, qui correspond à des besoins qui sont, à mon avis, archaïques, et qui pourtant doivent s'adapter sans cesse au monde en évolution. Et l'un des problèmes que rencontre le monde de la chasse en ce moment, c'est celui de la gestion de son gibier. Il faut savoir que 80% du gibier que nous consommons en France, dans les restaurants, est importé de l'étranger, le plus souvent de Pologne, de Roumanie, mais aussi parfois d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, alors que 80% du gibier que nous tirons en France est jeté. C'est absurde, et pour essayer de résoudre cette absurdité, la ville de Salbris a pris à bras-le-corps le projet de créer une grande usine de valorisation du gibier. Donc j'ai réuni pour ça des actionnaires de chasse, on a la chance d'avoir à Salbris beaucoup de grandes fortunes. C'est un peu Saint-Tropez sous bois, au cœur de la Sologne. Et ces actionnaires de chasse ont accepté de se mettre autour de la table, de venir à Salbris non pas seulement le week-end pour y pratiquer leur loisir, mais aussi d'y investir, d'y créer des emplois. Donc on a monté ce projet de l'Atelier du Loup, première usine de transformation de gibier à la fois plumes et poils, le gros et le petit gibier, qui permet de traiter plus de 5000 sangliers par saison, 2500 cervidés, 15 000 oiseaux, pour offrir un début de structuration de la filière de la viande sauvage en France, donc d'un gibier de Sologne, des pavés de biche, des filets de cerf, des dos de sanglier. Finissent à la cantine de Salbris ou Oui, tu absolument. parcours Il y a une partie de la production qui est utilisée localement dans les cantines, évidemment. Donc il y a les enfants peuvent manger du magret de canard qui a été chassé à Salbris et puis surtout qui a été préparé dans l'usine de Salbris qui emploie une quinzaine de personnes pour cette première année, et puis c'est 25 à horizon 2 ans. Et comment est-ce que quand on est un jeune maire, on prend son bâton de pèlerin en se disant je vais structurer la filière viande de chasse en Sologne et je vais aller démarcher des grands patrons? Alors est-ce qu'on est légitime à 30 ans pour aller démarcher des grands patrons? La réponse est oui, mais comment est-ce que tu te lances dans ce projet? Bah écoute, je crois que c'est mon côté HEC, un peu entrepreneur, un peu il faut apprendre à oser. Et donc moi je vois la mairie comme un studio pour créer des projets qui seront utiles au territoire. Sur le projet de l'usine de gibier, la mairie n'a pas investi 1 euro. C'est pas le sujet, c'est pas un projet public. Par contre, le maire, et je pense l'entremetteur, celui qui va créer du lien, faire la liaison entre tel grand propriétaire de chasse à Salbris qui est le patron d'un grand groupe de restauration et donc il peut utiliser le gibier pour chez lui, tel autre qui est le leader mondial des camions frigorifiques, donc qui peut nous apporter son expertise. Que de beau monde à Salbris, ça me laisse. Etc. Voilà. Et donc en réunissant les compétences, en réunissant les expertises et les bonnes volontés, on peut réussir à créer des projets, ça j'en suis convaincu. Et je le dis à ceux qui voudraient s'engager dans la vie municipale, vous êtes aussi les acteurs de votre territoire au-delà de la dépense publique. On n'est pas là uniquement pour faire des budgets et pour dire, alors on le fait, c'est important, on va refaire telle route, on va investir tant d'argent dans un programme de cantine, etc. On est aussi là pour animer le territoire, pour donner envie aux gens d'investir. Moi, j'ai créé un programme qui s'appelle Investir Salbris. On peut retrouver sur investirsalbris.fr. C'est un site qui présente aux investisseurs, aux chefs d'entreprise, toutes les opportunités d'investissement sur le territoire, un terrain à racheter, un commerce à reprendre, un restaurant à rouvrir, et avec des petites fiches. Et on est à disposition des investisseurs pour les aider dans leurs projets et faire en sorte qu'ils choisissent Salbris comme destination pour eux-mêmes et pour leur argent. Tu as évoqué ton parcours chez HEC, ton côté entrepreneur. On est parfois, en tant que maire, accablé par la lourdeur administrative qui est souvent loin de la vélocité des entreprises privées. Comment est-ce que tu y as fait face et est-ce que tout ça est irrémédiable? Je crains que la suradministration française soit vraiment un frein à la prospérité de notre pays. Et dans nos territoires ruraux ou semi-ruraux, nous avons besoin de projets, nous avons besoin d'investissements. Il est tellement difficile
de convaincre un chef d'entreprise d'investir ailleurs que dans une grande métropole, qu'il est parfois frustrant d'être empêché dans la réalisation concrète de ces projets par des normes qui nous paraissent extravagantes, par des fonctionnaires d'officine un peu zélés, exactement, qui s'interposent sur des projets. Et parfois, l'État lui-même manque de cohérence. Je l'observe sur un projet en ce moment où le préfet est très favorable à un projet de développement qu'on a sur Salbris, mais l'Adréal, qui ne dépend pas de lui, il met des oppositions. Et donc, il faut que tous ces gens-là s'accordent et s'entendent. Et c'est aussi le travail en deuxième rideau, si je puis dire, du maire, que d'aller convaincre les administrations que les projets sont bons pour le territoire, qu'il faut tout faire pour les faciliter, les faire avancer. C'est peut-être un des points noirs de mon mandat, parce que je trouve que c'est ce qui prend le plus injustement de temps. Passer du temps avec les habitants, passer du temps au quotidien, dans les bars, dans les restaurants, les voir sur le marché, les recevoir en mairie, ça c'est la meilleure partie du travail, c'est le plus sympathique. Passer du temps pour développer des projets, pour les suivre, pour convaincre des gens, pour réaliser des marchés, pour ensuite les inaugurer, ça c'est chouette. Mais alors la troisième partie du temps qui consiste à aller à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou à la DREAL, ou à la DDT, pour expliquer ses projets, pour se faire entendre des choses qui sont parfois un peu éloignées des réalités que nous vivons, ça c'est la partie la plus difficile. Donc je pense qu'un jour, il faudra qu'au niveau national, on arrive, nous les maires, à faire valoir le besoin de simplification radicale que nous avons dans notre action de développeurs de nos territoires, pour faire en sorte qu'on libère tous ces freins à la croissance, à l'innovation. Je vais te donner un exemple. J'ai un projet novateur à Salbris d'usine de fabrication d'hydrogène vert, qui serait le premier projet de ce type dans ma région, Centre-Val de Loire. Un projet qu'on soutient avec le plan hydrogène de la région, qui a été présenté plusieurs fois à des salons d'hydrogène. Projet qu'on pensait sortir en 2 ans, mais finalement c'est plutôt 3 ans, et finalement l'espérance c'est plutôt 2028. Que de temps perdu, alors que la France a besoin de se projeter dans les énergies nouvelles, elle a besoin d'innover. Donc les projets d'innovation, les projets de recherche comme ça, il faut les laisser s'épanouir, se développer et aller plus vite que la musique pour les mettre en œuvre. Et quand je vois ce qu'on est capable de faire outre-Atlantique ou dans les pays transalpins, parfois ça laisse un peu songeur sur la suradministration soviétique de la France. Tu viens de parler de projets d'innovation, et en même temps tu es un maire enraciné, et j'ai vu en préparant l'émission que tu viens d'inaugurer une halle médiévale. Tout à fait. Alors, on passe maintenant dans Salbris et on me dit « Ah, vous avez restauré votre halle du Moyen-Âge, bravo !» Eh bien, figurez-vous que cette halle a 6 mois. Nous avons rêvé, avec mon équipe municipale en 2020, d'occuper la grande place du marché de Salbris, qui fait 3,5 hectares. C'est énorme, c'est plus grand que la place du marché de Fontainebleau. 3 hectares de bitume, extrêmement triste, entre l'hôtel de ville et la gare. Et puis d'y ériger un endroit pour nous rassembler, une grande halle. J'ai rêvé de ce projet, j'en ai fait les dessins avec mon équipe, on s'est beaucoup amusé, et on a créé donc cette halle qui a été construite par nos charpentiers de Salbris, un marché public à 100% pour les entreprises locales, avec du vieux bois de Sologne. Parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile, hein. On a utilisé des matériaux locaux, du vieux bois de Sologne, de la vieille brique de Sologne, des tuiles de Sologne, en utilisant tout le savoir-faire un peu de notre région. Nos charpentiers, pour certains compagnons du devoir, ont érigé cette grande halle de 500 mètres carrés qui fait la fierté de Salbris, avec ces beaux blasons en bois et en zinc qui viennent l'encadrer. Et depuis plusieurs semaines, nous avons le plaisir de nous y retrouver avec les Salbrisiens pour le marché du jeudi, du samedi, d'y organiser des brocantes, des événements pour les enfants. Et c'est à la fois un symbole de ce que nous pouvons faire de mieux dans notre commune, avec nos artisans et nos savoir-faire locaux, et un symbole aussi du renouveau d'une ville qui prend de la hauteur, qui regarde l'avenir avec optimisme et qui envoie le signal qu'il est possible d'investir pour faire de belles choses qui soient utiles à la sociabilité commune et qui en plus de ça ne ruinent pas la ville, puisque c'est un projet qui n'a pas été particulièrement cher et qui va faire la différence sur le très long terme. Voilà la satisfaction d'un maire et de son équipe, d'avoir rêvé un projet, de le voir se réaliser et de se dire que peut-être que mes enfants, mes petits-enfants ne verront pas la fin de cette halle qui passera des générations et peut-être les siècles. Pour pouvoir investir, il faut évidemment des budgets de fonctionnement qui sont excédentaires. Je crois que tu as fait quelques efforts de gestion, tu as remis de l'ordre dans les comptes de ta collectivité tout en réduisant l'impôt. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la recette magique d'Alexandre Avril pour réduire l'impôt? Alors, je ne sais pas s'il y a des recettes magiques. Il faut s'adapter au budget que nous avons. Et moi, je suis arrivé en 2020 après
25 ans de gestion que je qualifierais de socialiste, mais c'est pas forcément des maires socialistes qui se sont succédés. C'est-à-dire une gestion qui a consisté à dépenser exagérément dans le fonctionnement de la ville, avec beaucoup de fonctionnaires, avec beaucoup de politiques un peu clientélistes qui se développent, et donc d'avoir une capacité d'autofinancement très maigre et un investissement en berne. Donc une dégradation du patrimoine, donc une absence de projection dans l'avenir. On s'est dit qu'on allait complètement inverser la logique. Donc nous faisons en sorte de maîtriser notre budget de fonctionnement, de limiter le recours à l'emploi. Donc, je ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, ce qui est une règle de bon sens, à mon avis, de base, en optimisant les services, en les mutualisant avec la communauté de communes, en se séparant aussi de services qui ne fonctionnaient plus. Je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. Moi, j'ai fermé plusieurs salles municipales. Qu'est-ce qu'il y a un service qui ne fonctionne pas? Bien, par exemple, le ramassage scolaire à Salbris, qui a été mis en place dans les années 70, au moment où on avait de grandes entreprises d'armement. Donc, la ville était très riche et on pouvait se permettre de ramasser les enfants pour les emmener dans les écoles. Moi-même, j'en ai bénéficié quand j'étais petit. Je prenais le bus au bout de la rue de mes parents pour aller à l'école primaire. Mais aujourd'hui, on a énormément développé le service périscolaire. On a une crèche qui fonctionne très très bien. Puis les gens ont pris l'habitude de déposer leurs enfants à l'école en voiture directement. Donc, j'avais fait un audit du service et on s'est rendu compte, au moment où nos 2 chauffeurs partaient en retraite et où nos bus vieillissants nécessitaient d'être renouvelés, tu sais, le prix d'un bus, c'est exorbitant, que ce service bénéficiait à moins de 10% des enfants de la commune. Et en réalité, on était même plutôt à 7%. Donc, un service à moins de 10% d'utilisation, qui pèse sur l'ensemble des contribuables, ne mérite pas d'être rendu, donc on l'a supprimé, et c'est de l'argent que j'ai réinvesti ailleurs pour les écoles, et ma foi, ça s'est très bien passé. On a rationalisé aussi notre patrimoine, puisqu'on avait beaucoup de salles municipales qui étaient inchauffables, énergivores. Par exemple, une salle de gymnastique qu'on a fermée, qu'on a vendue à une boîte qui s'est installée à Salbris, qui a développé un super projet, qui a fait plus de 300 000 € de travaux dans cette salle, où moi j'aurais pas mis 1 euro, parce qu'elle était vraiment pourrissime, et nous avons économisé comme ça 30 000 € de chauffage par an, ce qui m'a permis de redéployer cet argent pour créer un gymnase multifonction qui était juste à côté, donc accueillir la gymnastique, et au final le club est très content. On accuse souvent les élus locaux de se vautrer dans l'immobilisme. Ouais. On démontre exactement l'inverse. Mais comment est-ce que, en jeune maire que tu es, on décide de prendre des décisions qui sont radicales et qui peuvent, par définition, t'amener ici une opposition, des citoyens déçus, énervés, même s'ils ne représentent que 7% de ta population? Comment est-ce qu'on porte ces arbitrages qui sont des arbitrages parfois lourds? Parfois lourds, souvent difficiles, mais je le fais armé de 2 certitudes. D'abord, que Salbris est une ville d'avenir. Je crois beaucoup à l'avenir de ma commune. Je pense qu'elle a encore beaucoup à dire dans l'histoire régionale. Et donc pour ça, il faut des investissements forts, il faut être courageux et prospectif. Et d'autre part, parce que nous sommes jeunes et que je n'ai pas de temps à perdre. J'ai, en 2020, présenté une candidature en expliquant aux Salbrisiens que j'aurais besoin de 2 mandats pour agir. Pas plus, parce que je ne veux pas être maire à vie, mais pas moins non plus. En leur disant, vous aurez l'occasion, à mi-parcours de ce que je projette de faire, de vous séparer de nous, si ça ne vous plaît pas, parce qu'il y aura des élections au bout de 6 ans. Mais moi, je vise à 12 ans, parce qu'on a besoin de temps pour transformer la ville. Mais en même temps, le temps passe vite pour réaliser des projets. Donc on a besoin de prendre des décisions, parfois un peu brutales, parfois un peu radicales, parce que sinon nous nous endormons dans le conservatisme, dans la paresse, dans l'immobilisme, et on risque de se réveiller 10 ans plus tard et de voir que la ville n'a pas évolué, que sa démographie est en berne, que ses écoles ne se sont pas développées, et moi je n'ai pas envie de ne pas être fier de ce que nous aurons réalisé avec mon équipe. Donc pour ça, il faut agir, prendre le risque d'agir. Tu l'as dit, tu es arrivé après des équipes successives qui avaient une politique assez plan-plan. Ta commune est symbolique de tout un tas de communes de la France qu'on appelle périphérique. Tout à fait. Il y a chaque jour 1001 raisons de se dire que tout est trop tard, tout est fini, tout est perdu. Oui. Qu'est-ce qui te donne espoir? Et à l'aube de ces 5 années, à l'orée de ces 5 années de maire, est-ce que tu penses que tu peux sauver Salbris? Et à l'inverse, est-ce que Salbris est déjà sur les bons rails pour les années à venir? Je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, c'est le travail que l'on mène avec l'équipe. Quand nous sommes arrivés en 2020, quasiment un commerce sur 2 était vacant. Aujourd'hui, si tu veux t'installer à Salbris, tu vas manquer de place, parce que tous les commerces ont repris vie. On a pas mal de beaux commerçants qui sont installés, donc ça a été un premier point de satisfaction.
Quand nous sommes arrivés, nous avions encore un très grand foncier d'anciennes usines qui avaient fermé il y a une vingtaine d'années, Des friches occupées par la mairie, des friches. D'accord. Je les ai toutes commercialisées. Il reste plus 1 mètre carré de friche à Salbris parce que des entreprises se disent qu'à l'heure de la démétropolisation, de la pression foncière sur les grands ensembles urbains, retrouver une capacité d'investir pas cher, sincèrement, dans une ville qui est en 4e couronne parisienne, puisque à Salbris, c'est 2 heures de voiture pour aller à Paris, on a une sortie d'autoroute directe, mais 1h20 par le train. Ce matin, pour venir vous voir, j'ai pris le train. Et en 1h20, tu es à Paris, gare d'Austerlitz, donc c'est une ville qui se trouve dans le très grand Paris, si je puis dire, et je sens que l'investissement est en train de se rapprocher de nous. Donc j'ai confiance dans la capacité de la commune à offrir un cadre privilégié pour des familles, pour des entreprises, et je le sens dans les ventes que nous faisons sur les fonciers, sur les terrains qui sont des sources d'opportunités pour les entreprises, et je le sens aussi dans les familles qui s'installent à Salbris. Beaucoup d'entre elles venaient plutôt le week-end dans les résidences secondaires pour passer du bon temps à la campagne, se promener, faire du cheval, chasser, pêcher. Et aujourd'hui, ces familles changent de temporalité. Elles viennent plus longtemps dans la semaine, et de ce fait, elles se recensent à Salbris. Elles paient leurs impôts sur les résidences principales à Salbris et elles inscrivent leurs enfants dans les écoles à Salbris. Ça me fait très plaisir de voir qu'on est capable d'inverser la tendance, de ne plus être vus, nous, les communes rurales, comme des réserves pour le week-end, mais vraiment des lieux où on peut vivre, où on peut s'épanouir, être heureux, même si, pour beaucoup de Salbrisiens, le travail n'est pas à Salbris. Il est à Orléans, il est à Tours, il est à Bourges et surtout il est à Paris. Mais c'est très bien de pouvoir créer ces équilibres et de faire en sorte que les familles se sentent bien. Tu as parlé des déserts commerciaux avant ton arrivée dans l'hypercentre. C'est une problématique que connaissent maintes et maintes communes en France. Comment est-ce que concrètement la mairie peut y remédier? Alors, moi je suis petit-fils et arrière-petit-fils de commerçants de Salbris. Je crois que tu l'es d'ailleurs toujours un petit peu. Je on le en suis parlera toujours. Après. Absolument, puisqu'avec ma femme, nous avons ouvert une grande librairie à Salbris, renouant avec la longue histoire de mon arrière-grand-mère qui, après la Seconde Guerre mondiale, avait créé un bazar, librairie, papeterie dans Salbris. Et donc, on s'est remis dans la même rue pour renouer avec cette histoire-là. Moi, je fais en sorte que la mairie soit très accueillante pour des projets de petits commerces, en les valorisant beaucoup. On met pas forcément en place des subventions. Je suis pas très fan de la politique de la subvention. Je préfère la politique de l'accompagnement, de la valorisation, de la publicité aussi. Au début de mon mandat, j'avais mis en place une chaîne sur ma page Facebook et toutes les semaines, j'allais faire des reportages assez longs dans les commerces pour qu'on puisse voir ce qu'ils ont à proposer, etc. Et l'idée, c'était de franchir la porte d'un commerce pour la première fois pour que ceux qui regardaient cette chaîne puissent se dire « Ah, mais en fait, je connais cette cave, ce caviste, j'y suis déjà allé par le reportage et donc j'ai pas de problème pour passer la porte une deuxième fois. » Et surtout, de recréer un peu de beauté dans le centre-ville. J'ai mis en place un petit programme auquel je tiens beaucoup qui s'appelle le plan briques et bois, puisque chez moi, la spécificité architecturale, ce sont ces colombages remplis de briques. C'est ça le bâti Sologno. Or, le centre-ville de Salbris a été un peu ravagé dans les années 60 et 70 par des façades en crépi, par la modernisation épouvantable des 30 Glorieuses. Donc j'incite les propriétaires de centre-ville à gratter les crépis, à retrouver les vieux colombages, à remettre des plaquages de colombages et de briques. On l'a fait sur tous nos bâtiments publics et nous le faisons par une incitation. Alors il y a le bâton puisqu'il y a une obligation de ravalement de façade qui a été décrétée par le conseil municipal de Salbris en 2021. Mais la carotte, c'est que les propriétaires reçoivent une aide de la ville. Alors une aide minimale s'ils font un ravalement simple, une aide assez importante à raison de 50 € du mètre carré si ils le font dans un style Sologno. Mais aujourd'hui, tu as presque les 2/3 des immeubles du centre-ville de Salbris qui ont été refaits dans ce style de colombage, de briques. Donc ça crée une atmosphère sympathique pour les 2021, commerces. Début 2025. Oui. 3 grosses années, presque 4. Et déjà, le centre-ville de Salbris a changé. Déjà, il a changé. Déjà, il a changé par cette politique de façade, par l'érection de cette grande halle qui change tout dans le paysage salbrisien, et aussi parce que, comme beaucoup de maires, comme toi, j'en suis sûr, à Saint-Joire, j'ai l'obsession de la propreté. Je pense qu'il est fondamental que nos rues soient bien propres, que nos trottoirs soient bien entretenus, que ce soit un plaisir de vagabonder dans le centre-ville, de séjourner auprès des vitrines, de prendre du temps pour regarder la ville. Ça se joue à des détails. J'avais par exemple un vieux système dans le centre-ville de Salbris
de haut-parleurs, comme ça devait se faire dans les années 90-2000, un truc épouvantable qui marchait plus depuis longtemps, pour diffuser de la musique, là, comme dans les supermarchés, les jours de marché. Ce système avait été arrêté il y a fort longtemps, mais il était resté, et on l'avait tous oublié. Mais c'est vrai qu'entre chaque immeuble, il y avait des petits fils qui pendaient avec ces horribles haut-parleurs blancs. Ben, je les ai fait enlever. C'est rien. C'est rien du tout. Mais enlever déjà quelques fils qui te gâchent la vue du ciel et qui viennent un peu se surajouter sur les immeubles. Simplifier les enseignes aussi. C'est un travail qu'on a fait avec les commerçants. Ouais. De faire en sorte que les bars avec plein d'enseignes, de vieilles enseignes qui s'ajoutent au fil du temps. Qui clignotent. Qui clignotent. On les simplifie avec un beau règlement de publicité. C'est déjà changer la physionomie du centre-ville et faire en sorte qu'il soit plus agréable. Nous avons la chance d'être traversés par une nationale, grande nationale, qui est la route des vacances pour aller dans le sud, parce que Salbris est vraiment au cœur de la région centre, au cœur de la France. Et je souhaitais, et je souhaite toujours, que tous ceux qui traversent Salbris aient envie de s'arrêter ou d'y revenir. Donc pour ça, il faut les accrocher avec des belles choses. Qui se disent pas, oh là là, je traverse un village de plus de la France du vide, de cette diagonale infernale et déprimante. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville où il y a des commerces partout, il y a une grande halle qui a l'air médiévale, en même temps qui a l'air moderne aussi, où je vois des gens heureux, souriants, aux terrasses des cafés. Donc revenez, amis. Depuis que je t'écoute tout à l'heure, je me dis, au fond, Alexandre, c'est le défenseur de Salbris, c'est le promoteur de l'investissement à Salbris. Et est-ce qu'au final, le rôle de maire, c'est pas d'abord et avant tout être l'ambassadeur de son territoire? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur de parler de sa commune à l'extérieur, d'aller en faire la promotion, d'aller défendre les enjeux qui comptent pour elle. Nous sommes tous les ambassadeurs de notre ville. Ça, j'essaie de les Est-ce que le sentiment de fierté est important pour toi dans ta politique municipale? Est-ce que tu veux que tes habitants soient fiers de leur commune? Je ne veux que ça. Je ne veux que ça. C'est l'objectif principal. Une ville qui vous rende fier. Ça pourrait être le slogan de l'action municipale. Je veux qu'on se dise, habitante à Salbris, qu'est-ce que j'ai de la chance quand même d'être dans une ville qui est belle, qui est propre, qui est bien gérée, dans laquelle je trouve des médecins, je trouve des commerces. Alors c'est pas facile tous les jours parce qu'il n'y a pas de cité idéale et de cité parfaite, mais d'avoir le sentiment qu'on est dans une ville où ça avance. Moi-même, je suis très fier de Salbris et surtout très reconnaissant à Salbris parce que j'y ai grandi, j'y suis allé dans les écoles maternelles, primaires, au collège, j'y ai fait du sport, beaucoup dans les clubs. Et j'ai vécu une enfance parfaitement heureuse. Voilà, c'est très banal de dire ça. Aujourd'hui, il faut se plaindre. Il faut dire qu'on a eu une enfance difficile. Alors, je pourrais faire un couplet sur le fait que je viens de la France périphérique, d'un milieu modeste, etc. Mais je viens surtout d'une ville charmante où j'ai eu la chance de pouvoir faire du sport dans des infrastructures sportives, la chance d'aller dans des écoles. Il n'y avait pas trop d'élèves dans les classes, ou les institutrices qui sont, pour la plupart, toujours en poste et que j'ai plaisir à revoir dans les conseils d'école, étaient formidables et vraiment passionnés. Le plaisir de rentrer de l'école primaire ou du collège à vélo et de passer par les bois, d'aller ramasser des champignons, de lire sur un banc. Quel bonheur. Et donc je veux que les générations futures ressentent cette gratitude et cette fierté vis-à-vis d'une ville qui leur a permis ensuite de se développer et de trouver leur voie, quelle que soit leur voie. Moi, je suis parti pour faire des études, mais je veux que chacun puisse trouver sa voie. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de choses pour les jeunes en rupture de banc scolaire, parce qu'il y en avait énormément. Moi, j'avais été frappé, étant au collège, du peu d'entre nous qui, en troisième, sommes allés au lycée, à Romorantin. Alors, c'est vrai que c'est à 40 minutes, il faut prendre le vélo, puis un petit train, puis marcher un peu pour aller au lycée. Donc ça, c'est déjà une première rupture. Mais nous n'étions pas si nombreux de ma classe à aller au lycée. Et j'ai toujours eu cette inquiétude de me demander ce qu'étaient devenus mes copains, ce qu'étaient devenus mes camarades. Et beaucoup d'entre eux, à Salbris, sont ce que la sociologie américaine appelle des NEETs, neither in employment, nor education, nor training. Des jeunes gens qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas de boulot, et qui ne sont pas non plus en formation, qui sont un peu nulle part. Et cette jeunesse invisible dans la France périphérique, c'est plusieurs millions de jeunes dont on ne parle jamais, qui s'arrêtent au moment où l'école n'est plus obligatoire, qui poursuivent pas les études, qui trouvent pas forcément de boulot. Et pour eux, il fallait trouver des solutions. Donc on a créé, permets-moi d'en parler un peu, ça me tient tellement à cœur, un projet qui s'appelle l'école de production Maurice Leroux, qui est une école associative qui s'adresse aux décrocheurs de 15 ans et plus, à ceux qui se sentent pas forcément à l'aise à l'école et qui vont pouvoir trouver, à travers cette école à Salbris, une formation gratuite
et vraiment professionnalisante à des métiers très recherchés dans le Lesquels? secteur de l'industrie. Industrie. Au métier de tourneur, fraiseur, soudeur. Des métiers de conducteur de machines, très recherchés par nos industries locales. Des métiers qui sont, parce qu'ils sont très recherchés, bien rémunérés, mais qui nécessitent des formations assez précises. Donc Et l'école, ça, c'est un projet qui est porté par la commune ou qui est soutenu par la commune? alors c'est comme pour l'usine de gibier, la commune n'y a pas pris part. On a identifié un besoin avec une association qui s'est créée pour l'occasion, qui s'appelle Sens et Talents. Nous avons créé cette école, mais c'est pas une école municipale. Voilà, c'est une école qui a agrégé des talents. J'ai réuni beaucoup de gens pour essayer d'apporter des contributions à l'édifice. Cette école s'est ouverte en 2021 avec une première classe, puis une deuxième classe en 2022, puis une troisième en 2023. Et chaque année, on augmente nos effectifs d'une classe. C'est une école qui est donc gratuite. Les jeunes travaillent un tiers de leur temps sur les matières théoriques pour préparer le CAP et le bac pro de conducteur de machine. Et aux 2 tiers de leur temps, ils sont dans les ateliers sur des machines réelles qui seront les mêmes que celles qu'ils trouveront dans l'entreprise, encadrés par des maîtres professionnels qui sont détachés par nos industries locales, lesquelles industries locales financent l'école, d'une part en fléchant une partie de leur taxe d'apprentissage sur l'école, mais d'autre part en achetant des pièces à l'école, puisque c'est une école entreprise, et toutes les pièces que les élèves fabriquent et sur lesquelles ils travaillent pour apprendre sont vendues aux boîtes locales, donc ce sont des pièces assez simples à faire, sur lesquelles il y a moins d'exigences de qualité, même si elle est fondamentale pour l'apprentissage, et surtout il y a moins d'exigences de délai, donc ils ont le temps de les faire, ils les font tranquillement. Elles sont vendues au prix de marché à nos entreprises locales. Donc les élèves ont la fierté d'appartenir à une école qui a une forte identité. Ils sont en uniforme, l'uniforme de l'école de production Maurice Leroux. Ils sont les ambassadeurs de leur ville et de leur école. Ils vont vendre les pièces sur lesquelles ils travaillent. Et le plaisir de te dire que depuis que l'école a ouvert, le taux de réussite au CAP au bac pro est de 100%. De 100%, et le taux d'embauche est de 100%, puisque derrière, les boîtes se battent pour récupérer les élèves de l'école Maurice Leroux. Donc c'est important pour ces jeunes qui ne seraient pas allés au lycée professionnel ou en apprentissage, qui seraient un peu perdus, qui la trouvent une belle école pour eux, une grande école de production. Et c'est important pour le tissu économique, puisque je peux dire aux chefs d'entreprise, il y a à peu près tout ce que vous voulez à Salbris, on est bien placé, du terrain qui est pas cher, la fiscalité baisse chaque année, mais ils sont tous inquiets de la main-d'œuvre qualifiée sur place. Je peux leur dire, voilà, nous avons une école qui vous fournit tous les ans 12, 24 jeunes gens qui sont bien formés sur les métiers dont vous avez besoin, les fameux métiers en tension dans l'industrie, en l'occurrence, chez moi, tourneur, fraiseur, soudeur. Nous parlons depuis tout à l'heure de la commune et de la belle commune de Salbris. Tu es aussi président de ton intercommunalité. Oui. C'est souvent quelque chose que l'on néglige et que les candidats aux élections municipales ne perçoivent pas réellement. L'intercommunalité, elle a des compétences, elle a une fiscalité propre. Oui. Quel est l'impact de l'intercommunalité dans la vie municipale chez toi à Salbris? Alors pour moi, c'est fondamental, puisque nous avons parlé ensemble tout à l'heure de projets qui sont vraiment municipaux, sur les cantines, les projets d'aménagement, etc. Mais dès lors que nous parlons de projets d'aménagement du territoire, dès lors que nous parlons d'accueillir des entreprises, d'avoir une politique pour le tourisme, nous regardons les compétences de la communauté de communes. Et moi, si je peux agir, notamment pour le développement économique du sud de la Sologne, qui est mon bassin de vie, c'est parce que je suis président de l'intercommunalité. C'est parce que nous travaillons avec mes collègues maires en harmonie. On a la chance de bien s'entendre, donc c'est ça que c'est chouette, pour développer le territoire à travers les compétences de l'interco, considérant que seul on peut aller vite, mais ensemble on va vraiment plus loin, puisque nous mettons en partage des ressources, et des ressources qui ne sont pas négligeables, puisqu'aujourd'hui les communautés de communes bénéficient de tous les impôts de production et puis de toutes les taxes qui sont et de la payées par les dynamique entreprises. fiscale des territoires. Et de la dynamique fiscale qu'on n'a pas dans les communes, ce qui crée un vrai sujet d'ailleurs par rapport aux petites communes, puisque moi je me dis que parfois la communauté de communes est trop riche par rapport aux petites communes qui la composent, qui ont beaucoup de mal à boucler leur budget, alors que nous, sur la base d'une bonne année en termes de valeur ajoutée, on peut avoir plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions d'euros de fiscalité additionnelle. Donc on essaie de réinvestir au maximum ces sommes dans les projets pour les communes. Et la manière dont on structure notre territoire, c'est des petites communes qui sont absolument charmantes, des petits villages soloniaux qui entourent Salbris. À Salbris, les emplois, les entreprises, le commerce, mais on n'attirera pas des salariés, notamment des cadres, qui voudront venir vivre à Salbris. Ils veulent la maison avec un peu de jardin, si possible un bord de rivière ou un étang. Et ça, on le trouve plutôt dans nos merveilleuses communes alentours. Donc on fait en sorte de développer dans les petites communes des services, restaurants, boulangeries de proximité, etc., pour que les familles s'y installent
Et à Salbris, on mise sur le développement économique. Et en fait, c'est en créant cette coopération qu'on arrive déjà à ne pas être en compétition entre les communes, les petites communes rurales et la ville-centre, parce que ces compétitions sont souvent stériles en réalité, mais de trouver un modus vivendi qui permet d'avoir un vrai projet de territoire à proposer pour les nouveaux habitants. Comment est-ce que justement on crée ce projet de territoire, cette collaboration, alors qu'au final nous sommes tous élus dans notre commune avec un programme propre et pas forcément de concertation entre toutes les communes membres de l'EPCI avant l'élection? Oui, je crois qu'on le crée par la convivialité. Et la convivialité qui est tellement importante en politique. Dès le début de mon mandat, moi j'ai passé beaucoup de temps avec les maires de la communauté de communes, déjà pour faire leur connaissance, parce que je ne les connaissais pas tous, pour qu'ils fassent la mienne aussi, qu'on déjoue un certain nombre de préjugés. Moi j'étais un tout jeune maire, une arrivée un peu fracassante, certains sont là depuis très longtemps, étaient maires avant ma naissance même, donc il a fallu qu'on apprenne à se connaître, à s'apprécier. Moi j'ai confiance en eux, je les respecte, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage d'être maire dans leur commune. Moi, je suis vraiment admiratif des maires de communes avec peu d'habitants, parce qu'ils doivent tout faire. Tu vois, dans ma communauté de communes, je suis vraiment plein d'admiration pour Christelle, qui est maire d'Orsay, et que je salue, elle nous écoutera peut-être. Orsay, c'est une toute petite commune. Il y a 127 un plaisir habitants. de l'inviter prochainement. Mais elle aurait plein de choses à dire. Parce que dans sa commune, Christelle, qui est par ailleurs agricultrice, donc elle a un boulot, elle a des trucs à faire, elle fait tout. Elle fait absolument tout. Elle gère son secrétariat, elle emmène les grands-pères et les grands-mères à l'hôpital de Vierzon quand il y a besoin, elle les amène sur le marché de Salbris, s'occupe de tout. Elle est absolument dévouée, ses indemnités sont ridicules et elle les réinvestit parce qu'elle est tout le temps, je te dis, en train de faire des allers-retours et donc rendre service à tout le monde. Voilà des gens qui sont pleins d'abnégation, qui sont extrêmement engagés, et je trouve que la République s'honorerait à davantage les valoriser et à leur donner de l'importance, à leur donner du poids. C'est vraiment ce tissu de maires ruraux qui forme un peu l'armature institutionnelle primaire de notre pays. Et on doit investir sur eux. Et moi, je suis fier, dans ma communauté de communes, de faire en sorte qu'à la table du conseil communautaire, tous les maires soient à égalité. Et on travaille ensemble. Nous sommes un petit syndicat. Et c'est cette convivialité-là qui nous permet de réaliser des projets ensemble sans nous tirer dans les pattes, car il n'y a rien de pire que des communes qui se font la guerre, que des intercommunalités qui sont minées par le mauvais esprit. Dans un conseil municipal, c'est normal, on le disait tout à l'heure, d'avoir de la conflictualité, parce qu'on a été élu sur un projet, et puis par définition, le projet d'en face n'a pas été retenu, alors que dans la communauté de communes, le projet est à construire une fois que nous sommes tous élus, donc c'est assez enthousiasmant. Cet enthousiasme qui est le tien, qui est celui de maire, il est aussi parfois à contrario de certains discours de maires qui sont en fin de parcours ou qui sont fatigués par leur engagement. Tu le disais tout à l'heure, pas plus de 2 mandats pour toi. Est-ce que c'est parce que le mandat te fatiguera? Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas t'enliser dans l'exercice municipal? Qu'est-ce qui explique ce choix assez atypique pour un jeune élu? On pourrait se dire, Alexandre Avril, il est ambitieux, il est brillant, il sera maire de Salbris jusqu'à la retraite. Non, parce que j'ai peur effectivement de me fatiguer. C'est très prudent. Je pense que nos années de maire, elles doivent compter double ou triple dans notre espérance de vie. C'est très prenant. Et aussi parce que je ne veux pas fatiguer Salbris. Et je pense qu'il est bon régulièrement de changer de maire, de changer de vision, de changer de regard. Il est certain que dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurai pris des habitudes, j'aurai des plis de pensée, j'aurai peut-être des amitiés, j'aurai commencé à créer des coutumes, et il faudra peut-être que quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique, qui voit les choses différemment, prenne ma suite, et puis donne un nouveau souffle, une nouvelle orientation. Ça, c'est la vie cyclique des collectivités. Je pense qu'il ne faut pas rester maire trop longtemps, et aussi parce que j'espère être un peu chat, j'aimerais vivre plusieurs vies, et ne pas avoir toujours la même. Donc peut-être retournerai-je à mes premières amours philosophiques, peut-être irai-je tenir un restaurant en Italie, qu'importe. Mais je crois qu'il faut avoir des rêves et des ambitions, et ces ambitions ne peuvent pas consister à faire toujours la même chose toute la vie. C'est une conviction personnelle. Ces rêves, ces ambitions d'un jeune élu, est-ce qu'ils peuvent aussi être légitimement celui d'accéder à un mandat national parlementaire? Et si oui, quel est l'intérêt du mandat de maire pour aller peut-être plus loin dans un second temps à tes yeux?
Alors, dans la configuration actuelle, il est malheureusement impossible de cumuler le plus beau mandat de la République, celui de maire de sa commune, avec des mandats de parlementaire. Je trouve que c'est une erreur parce que nous avons des parlementaires qui sont bien souvent déconnectés des réalités quotidiennes. Il n'est pas normal que les législateurs, ceux qui font la loi, ne puissent pas être à portée de réprimande, ne puissent pas, comme je l'étais encore sur le quai du train ce matin en venant te voir, tiré par les oreilles parce que j'avais fait quelque chose de pas bien, parce que j'avais réagi trop tard à un courrier, etc. Bon, il faut du contact. Et ça, le maire, c'est celui qui est au contact direct, il connaît bien les réalités, donc je pense que le cumul des mandats, c'est quelque chose de sain, surtout quand il y a l'écrêtement des indemnités. Donc en fait, on cumule pas les indemnités, mais par contre, on cumule les responsabilités, les perspectives, les regards sur la vie publique. Et puis, j'ai en tête un de mes modèles politiques que tes auditeurs ne doivent pas connaître, puisque c'est vraiment de l'archéologie politique. Il s'appelait Roger Corrèze, et il fut le grand député maire de Salbris de 1965 à 1995. C'était un des piliers du RPR. Et Roger Corrèze, c'était le patron du bar du Midi à Salbris. Il jouait au foot. En 64-65, les copains du foot lui ont dit « Roger, il faudrait peut-être que tu te présentes à la mairie, tu connais tout le monde, t'es tellement sympa. » Et Roger Corrèze a pendant 30 ans développé sa ville. Il était à cheval entre Salbris et la questure de l'Assemblée nationale. Il a été longtemps le questeur de l'Assemblée. Il y a d'ailleurs un salon à l'Assemblée nationale qui s'appelle Roger Corrèze. Enfin, c'est le salon Corrèze. Alors les gens pensent que c'est à cause de Chirac, mais pas du tout. C'est à cause de Salbris et de Saint-Roger Corrèze. Donc voilà, ce sont de beaux modèles politiques, de beaux parcours pour concilier une vision nationale qui est indispensable, puis un enracinement dans sa commune, auprès des gens qu'on aime et qui sont capables de nous rappeler dès lors qu'on sort du chemin. Tu es un maire en vue, on te voit parfois sur les plateaux télé donner des interviews. Est-ce que pour un jeune ou une jeune qui est passionné de politique, qui souhaite s'engager, est-ce que le mandat de maire est un accélérateur de la carrière politique ? Oui, c'est possible, dès lors qu'on le fait avec passion, dès lors que l'on a la conviction que la meilleure des cartes de visite en politique, c'est celle des réalisations. C'est pas celle des intentions, c'est pas celle de la rhétorique, c'est même pas celle des diplômes ou que sais-je, c'est vraiment celle de la réalisation. Moi, j'ai souhaité faire de la politique depuis Salbris pour montrer ce que je pensais être capable de faire en termes de bonne gestion financière, en termes de réussite de projet, en termes de création d'emplois. Et d'aucuns devraient s'inspirer de ce principe parce que faire de la politique au niveau national, quand on n'a jamais été chef d'entreprise, quand on n'a jamais été maire et qu'on n'a pas eu la responsabilité de tous les ennuis du quotidien, c'est quand même discutable parce que ça montre une déconnexion, une absence de responsabilité antérieure qui peut être préjudiciable au bon discernement. Donc moi je souhaitais, si jamais je faisais de la politique, d'abord être maire, d'abord comprendre les réalités locales, m'appuyer sur elles pour ensuite avoir une vision, peut-être essayer de la porter nationalement, en tout cas de porter des convictions, mais qui s'appuient sur des réalisations. Nos projets politiques peuvent s'appuyer sur des réalisations, ils sont aussi nourris des difficultés traversées, les nôtres, parfois celles de nos administrés. Toi, quel est le souvenir de la chose la plus difficile que tu aies eu à traverser dans ton mandat de maire ou qu'un de tes administrés a traversé accompagné par son premier édile? Alors, le pire souvenir que j'ai de la vie municipale, je vais t'en donner deux. Un souvenir personnel et un souvenir politique. Le souvenir personnel, je pense que nombreux sont les maires qui diront la même chose. C'est lorsque j'ai été appelé, comme ça arrive parfois, parce qu'il y avait eu un décès sur la commune. Et en l'occurrence, c'était un jeune homme, un garçon que je connaissais, un adolescent, qui, au moment du confinement, a très mal vécu cette période et s'est jeté sous les rails du train. Et nous avons dû, avec l'une de mes adjointes, tenter de le reconnaître et de prévenir ses parents. Ça a été le moment qui a personnellement été le plus difficile, assez traumatisant d'ailleurs, mais c'est surtout été difficile pour sa famille. Nous, ça a été un choc, mais ça a été un choc pour toute la ville. Et puis, pour rester dans cette période-là, un souvenir politique plus difficile, j'avais porté un combat, une conviction très sincère, qui à ce moment-là était très minoritaire dans le pays, mais aussi dans ma commune, sur le fameux pass sanitaire. Parce que moi, j'y étais très opposé, étant un amoureux de la liberté. Je ne comprenais pas que l'État nous enferme, que l'État nous trace,
que nous soyons obligés de porter des masques, de fermer nos commerces, de mettre en difficulté nos entreprises, de mettre à l'arrêt la vie locale. Et donc, avec mes élus, qui ont été courageux de me suivre, j'avais décrété qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire à Salbris, que les commerces resteraient ouverts. Nous avons pris un arrêté illégal pour la réouverture de petits commerces et j'ai défendu, à Salbris comme ailleurs, l'idée de la liberté vaccinale, de la possibilité pour chacun de décider de son propre destin. Ça a été un moment difficile, très difficile, où je me suis même posé la question de la démission, pour ne rien te cacher, parce que j'ai trouvé très violente la politique de l'État à l'encontre des libertés publiques, à l'encontre de la liberté de chacun de se positionner en conscience et d'agir comme il l'entendait. Donc, c'est derrière nous, tout le monde a oublié cette période du Covid, tout le monde a oublié cette période des passes sanitaires. J'espère qu'on ne reviendra jamais à ces systèmes chinois de contrôle des masses, de contrôle de la population. Et ça reste pour moi une sorte de traumatisme, mais en même temps, j'ai vu la ressource formidable d'une petite commune qui n'était pas forcément complètement au diapason des opinions de son maire là-dessus. Et en fait, on s'est tous mis ensemble. J'ai eu le souvenir d'une vidéo, on était très nombreux Salbrisiens derrière, ils avaient des pancartes avec moi et ils protestaient contre le pass sanitaire. C'était vraiment un très grand souvenir. J'espère avoir pu éveiller des consciences à ce moment-là et de montrer que les libertés locales permettent de répondre à la tentation du Léviathan, à la tentation totalitaire de l'État qui parfois nous impose des décisions extrêmement verticales. Il y a encore de la liberté dans les communes, ça c'est vieux comme le monde. Donc vive les libertés communales, vive la liberté et vive nos petites communes. Merci Alexandre Avril, un maire libre, ambitieux et enraciné dans sa commune, dont je suis certain un jour un salon de la questure portera le nom. Merci Antoine, merci beaucoup.